Bonsoir, nous avons tous en mémoire la scène que vous venez de voir. Il s'agit du directeur des ressources humaines d'Air France qui en 2015 s'est fait agresser par le personnel de la compagnie en colère après l'annonce d'une grosse restructuration menaçant des milliers d'emplois. Ce soir, nous allons nous glisser dans la tête d'un patron. Dans la tête de celui qui nous commande, qui sait tout sur tout, au contraire, qui ne comprend rien. Un chef peut être haï, admiré, jalousé, compliqué dans tous les cas de faire sans lui. Dans l'heure qui suit, nous tenterons de comprendre comment on devient chef, si tout le monde a la carrure pour le devenir, et s'il existe une recette magique pour être un bon patron. À quoi ressemble un patron charismatique ? Réponse ce soir avec Philippe Chevrier, le chef étoilé qui porte toutes ses entreprises à bout de bras. Nous suivrons également Isabelle Grunder, cadre intermédiaire engagé, mais qui un jour n'a plus trouvé de sens à son travail. Qui est-ce qui a dit que c'était tout repos, la voile ? Toujours dans cette émission, Régis Gob nous apprendra que le patron infaillible n'existe pas. Mais pour commencer, nous vous emmenons dans la tête d'un patron visionnaire. Je peux pas dire que j'ai été un très bon élève ni au collège ni au lycée. Et en même temps, je suis certain convaincu à 14 ans que je serai un jour entrepreneur. C'est inscrit au fond de moi. Un jour, Jean-François, mon beau-père, me dit écoute, je te propose de bosser sur le business plan d'une entreprise qu'on crée avec des copains en ce moment. De quoi s'agit-il ? De flexible hydraulique. Et l'idée, c'est qu'on voudrait mettre en place un système, un service de dépannage sur site. Ça ne m'inspire pas plus que ça, mais je me lance dans l'aventure. Et le 1er janvier, j'arrive. Et là, il me montre un espèce de bungalow de chantier sur sa cour. Et je me dis, waouh, l'aventure commence comme ça, là. Et donc, le premier jour, je vais dans le supermarché à côté, j'achète un seau, une serpillière, de l'Ajax, un téléphone, une table. Et l'aventure a commencé comme ça. Et ça va être une période magnifique. Il y a une énergie absolument incroyable dans ces moments-là. Alors on commence à pas grand-chose, une dizaine de personnes, 20, 40 l'année d'après, 80 l'année d'après, 160 l'année d'après. Ce sont des années magiques, absolument magiques. Durant cette période, je ne pense pas à moi du tout, je ne pense qu'à l'entreprise, qu'au projet. Et je sacrifie tout pour ce projet. Beaucoup trop d'ailleurs, puisque une partie de ma santé va vite y passer. Je fais des sacrifices familiaux, très clairement, je ne suis pas très présent pendant les premières années. Et je porte le projet, intégralement. En 2007, on fera 100 000 interventions cette année-là. 50% de part de marché, on est 8 fois plus gros que notre premier confrère. Et puis à côté de ce développement en France, eh bien, il va y avoir le développement dans les îles françaises, puis l'international. Et à côté de cette première entreprise, donc qui est Chronoflex, eh bien, je développe d'autres business. J'ai une boulimie d'entreprendre. Et l'ego du bonhomme va bien. La première inquiétude, elle est en mars. En mars 2009, ça fait 15 jours que les chiffres sont pas bons. Mais pas bons du tout. Ça fait moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35. En quelques semaines, ça s'est effondré. Et là, c'est le cauchemar. Donc, on se rend compte un jour qu'il n'est pas possible de faire face à cet effondrement et qu'il va falloir réduire la taille de l'entreprise.
Ça n'a rien à voir de licencier une personne parce qu'elle a fait une faute ou de licencier une personne parce qu'il n'y a plus de boulot. Ça n'a rien à voir. Et très vite, quand on sort les listes, quand on regarde les gens, quand on essaye d'imaginer les gens qui vont devoir nous quitter, et comment on peut réussir à fonctionner quand même s'ils ne sont pas là, on se rend compte très vite qu'une grande partie des gens qui ne vont pas pouvoir rester dans l'entreprise, qu'on va devoir licencier, que ces gens-là sont très souvent des gens qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps, des gens avec qui on a créé l'entreprise. Et ça, c'est très difficile. C'est difficile parce que ces gens-là, il y a un lien avec ces gens-là qui est un lien très puissant. Et là, les 1000 questions naissent et m'obsèdent en fait à ce moment-là. Il y en a une qui est beaucoup plus puissante que les autres, qui est de dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça ? Je ne veux plus jamais être obligé de virer des gens que j'ai pas envie de virer. Ça va devenir une obsession pour moi. Olivier Torres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et professeur à l'Université de Montpellier et également à la Montpellier Business School. Vous avez également publié un livre qui s'intitule « La santé du dirigeant ». Alors, on vient d'entendre Alexandre Girard nous parler du moment assez délicat du licenciement de ses employés. Qu'est-ce que ça fait pour un patron d'entreprise au niveau émotionnel de devoir licencier son personnel ? Le licenciement dans une PME, c'est vraisemblablement la décision la plus dure à vivre. Je dirais après, bien sûr, le dépôt de bilan où là, on liquide tout. Et quand on est chef d'entreprise, surtout dans une PME, où on vit au quotidien avec ses salariés, le jour où il faut les licencier, c'est une décision extrêmement traumatique pour le licencié, bien sûr, d'abord, mais pour le licencieur aussi. Et donc, sur le plan émotionnel, on ressent de la honte, de la culpabilité, on ressent de la tristesse, parfois aussi, à la fin, une forme de soulagement, parce que c'est une épreuve pour le dirigeant, mais on voit bien qu'effectivement, c'est une décision très très dure, et puis souvent, le licencié, il a ses enfants qui sont dans la même école que le dirigeant lui-même, donc cette proximité-là est une intensité émotionnelle. On entend parfois dire, lui, c'est un vrai chef d'entreprise, c'est un leader. Mais quelles sont les caractéristiques finalement d'un chef, d'un patron ? Alors, il y a plusieurs caractéristiques pour être un chef. Il y a d'abord le devoir d'exemplarité, le fait d'assumer ses responsabilités. Il y a le charisme qui est parfois naturel, mais qui peut aussi se construire. Il y a aussi la capacité à être, je dirais, leader, d'être suivi par les autres. C'est-à-dire d'incarner une forme d'assurance, de sécurité. Le chef, c'est souvent celui qui n'a pas peur, c'est celui qui est capable d'aller toujours de l'avant. C'est une forme de locomotive. Et donc on voit bien à quel point cette fonction-là, elle est inhérente à toute société. On a toujours eu besoin de chefs. Vous êtes en train de parler d'un surhumain, en fait, là, avec toutes ces qualités. Alors, oui, on a l'impression que le chef, c'est un surhumain. Et parfois, d'ailleurs, vous remarquerez qu'on le présente aussi comme un inhumain. Hein. Le chef, c'est un exploiteur, c'est le dominant, le dominateur. Bon, moi, je dirais que le chef, c'est ni l'un ni l'autre, en vérité. C'est d'abord et avant tout un humain. Mais qui a effectivement une fonction, un rôle. Et le fait de l'assumer fait de lui une personne assez singulière. Dans un groupe, certaines personnes s'imposent naturellement. Pour voir comment ces individus sortent du lot et deviennent des chefs, nous avons imaginé un jeu avec 6 enfants qui ne se connaissent pas. Ensemble, ils ont une mission, réaliser un moelleux au chocolat. Et nous observerons si l'un d'entre eux impose son autorité aux autres. Alors, venez par ici. Mettez-vous autour de la table. Si on vous a fait venir, c'est parce que ce soir, vous avez une mission. Vous devez réaliser tous ensemble un moelleux au chocolat. Voilà. Vous vous sentez à la hauteur ? Non. Ça me donne faim. C'est ce qu'on va voir. Top chrono, c'est parti. Bon courage. Alors, je vais... Pour faire leur gâteau, les enfants doivent se baser sur la recette qu'on leur a fournie. Ils ont 40 minutes et ne sont pas autorisés à demander l'aide d'un adulte. Alors, lequel parmi ces enfants deviendra le chef ? Avec le beurre. Attends. Tu prends le beurre et tu trouves un moyen pour le faire tenir. Là. Attends, mais je le fais. Mais comment le faire tenir au-dessus s'il faut qu'il soit dedans ? On fait les deux ensemble. Très vite, plusieurs profils émergent. T'as vu où ça ? Le bain-marie, il faut mettre le chocolat dans la casserole. Certains restent silencieux.
D'autres se concertent pour trouver la meilleure manière de faire. D'autres t'as changé encore de s'agitent et agissent. Regarde, tu fais comme ça. Et ça fait bibi. Faut mettre une assiette par-dessus. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Faut le mettre. Faut faire quoi? J'ai rien compris, moi. Il faut poser dessus, faut les poser dessus. Je suis comme Mathieu, hein, moi j'y arrive pas. Hein. Oh là là. Je connais pas ça. Attends, il y a une coquille d'œuf. On s'en fiche. En fait, tu casses les deux coquilles, tu fais paf, paf, paf. Dans le cours de l'expérience, eh bien, Solal a été très impliqué dans les actions. Il était à la fois pris par les objets, pris par les ustensiles, pris par les ingrédients. C'est le premier à avoir cassé des œufs. C'est le premier à s'être approprié les plats. Tiens, au-dessus. Bon, bah voilà. Mettre une casserole dans une casserole. Mais d'abord, faut beurrer. Après la casserole, En général, les gens qui sont plus dans une situation de pouvoir ont tendance à interrompre un petit peu plus les autres. Ils ont aussi tendance de temps en temps à utiliser le langage d'une manière un petit peu inappropriée. Et là, par exemple, Solal, c'est le premier à avoir utilisé le terme dégueulasse. À plusieurs reprises aussi, il a dit merde aussi. Ça, c'était assez frappant. Et ce qui était aussi assez marquant, c'est que quand il a utilisé le terme dégueulasse, les autres enfants l'ont repris. Et donc ça, il y a eu une forme d'alignement du vocabulaire. Et c'est un phénomène qu'on observe assez souvent dans les situations de pouvoir où le terme introduit est parfois repris par les personnes qui sont plus subordonnées. La casserole est dégueulasse, le bol est dégueulasse. Mais au fur et à mesure des étapes à réaliser, c'est Pauline qui va s'imposer. On n'a plus 40 minutes là. Oui, ça On c'est a sûr. quand même assez moins quand même. Moins quelques secondes. Et à plusieurs reprises, on a eu un enfant qui rappelait les autres à la tâche, qui les incitait à revenir, à respecter le timing, à se poser des questions sur est-ce que là on fait bien, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il fallait faire. Et là, il y avait une autre forme de leadership, non pas un leadership orienté vers la dominance, porté par la dominance, mais plutôt un leadership porté par l'action commune. Un groupe ne peut être dirigé que par un seul chef à la fois. Dans notre expérience, deux formes de leadership se sont donc succédées. La première avec Solal, la deuxième avec Pauline, dont l'efficacité du management lui a permis de s'imposer. Mais quand on leur pose la question, on constate qu'aucun des deux enfants ne s'est rendu compte avoir exercé cette fonction de chef. Pourquoi est-ce que tu as pris ce rôle? Bah déjà il y avait à chaque fois les gens ils me demandaient de lire, je sais pas pourquoi moi, donc je leur dis comme eux ils me demandaient de lire, bah je lisais et je leur disais quoi faire parce qu'ils me le demandaient. T'as eu l'impression que quelqu'un dirigeait les autres? Non, je pensais qu'on dirigeait tous ensemble. Toi-même, t'as l'impression que t'as donné des ordres ou bien que t'as reçu des ordres? Aucun des deux, je pense qu'on a fait tous ce que... Un peu, des fois, on faisait ce qu'on voulait, mais après, on mettait bien ensemble et puis on était tous d'accord. Ouais, là, vas-y. C'est bon. Quand on les entend après en interview, aucun d'entre eux n'a dit qu'il s'était senti chef ou aucun n'a eu l'impression qu'il y avait un chef. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, c'est possible que les enfants n'aient pas voulu admettre que certains étaient au-dessus ou en dessous, soit parce qu'ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils étaient pris dans l'action. Alors, c'est possible, ça d'être, il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour d'eux. Une autre possibilité, même quand on a la position de leader, même si on a donné des ordres aux autres, on n'a pas forcément envie d'être perçu comme celui qui est au-dessus, comme celui qui va s'imposer, comme celui qui va être peut-être un petit peu plus égocentré, égoïste. Mais attendez, j'essaye un truc. Même si la fonction de chef est parfois difficile à assumer, notre expérience montre que dans tout groupe, un dominant s'impose naturellement. C'est pas cuit et c'est pas cuit. Le quartier des Paquis dort encore, mais Philippe Chevrier est debout depuis longtemps. Ce chef étoilé qui s'impose une discipline de fer est aussi un patron à l'autorité naturelle. Il est devenu l'une des figures les plus connues de la gastronomie helvétique. Merci. 6. Tu tiens, s'il te plaît. Je me suis couché vers 1h du matin, levé à 6h, donc 5 heures de sommeil. Plus gentiment, attendu. 2.
Ensuite, à 7h, à la salle de sport, jusqu'à 8h. Autour des 8h30 au patio, parce que on sort actuellement la carte chasse. Et puis ensuite, un petit tour aussi au grill chez Philippe. On a beaucoup de compliments. Pour effectivement aussi mettre au point quelques détails. Manque de passion, banane, c'est bon. Moi j'adore. Mais je pense que c'est la base de l'exigence avec les autres, c'est déjà d'être très exigeant avec soi. Et ensuite, on peut exiger des autres. Ma maman, elle m'a toujours dit, écoute, pense pas à l'argent, fais bien ton travail. Et l'argent suivra, je veux dire, apprends bien ton métier, fais-le bien. Les vraies valeurs, quoi, finalement. C'est jamais l'argent qui m'a fait avancer et évoluer. C'est toujours le travail bien fait, penser à bien faire les choses. Philippe Chevrier est un chef pressé. À 7 ans, il veut devenir cuisinier. À 15 ans, il entame son apprentissage. À 26 ans, il devient chef de cuisine d'une des meilleures tables du pays, Châteauvieux. 3 ans plus tard seulement, il fait l'acquisition de cet établissement. Aujourd'hui, il gère également 4 autres restaurants et emploie près de 120 personnes. Philippe Chevrier a toujours su mobiliser les gens autour de lui et leur communiquer sa flamme. Quoi de neuf ce matin? Rien de spécial, j'ai eu Monsieur Valoton, il va me rappeler. D'accord. Je ne veux pas dire que je travaille, je vis une passion. Et pour moi, toutes ces étapes de la journée, finalement, je suis dans quelque chose que j'aime, que j'aime faire. J'aime ces contacts avec tous ces gens avec qui je travaille, qui sont aussi très importants pour la réussite de ces entreprises. C'est vraiment un métier de passion. Une passion qui ne laisse personne indifférent. Comme souvent avec un chef à l'autorité naturelle, soit on adhère au personnage et on l'adore, soit on peut aller voir ailleurs. Ce n'est jamais dans la demi-mesure. Ces jeunes apprentis en savent quelque chose. 8 cannelloni, ça marche? Il y a peut-être dans les jeunes peut-être une éducation qui manque un peu, et puis que nous, on doit refaire, si vous voulez. On doit leur expliquer qu'il faut se couper les cheveux, se brosser les dents, se laver le matin, et ce qu'ils n'ont peut-être pas forcément eu toujours à la maison. Donc c'est clair, quand ils arrivent dans des maisons comme chez nous, il y a une certaine structure, et où on leur dit c'est comme ça et pas autrement, c'est un choc. Aujourd'hui, je veux dire, pas tous les jeunes font l'armée. Moi, je suis pas forcément militaire, mais je trouve que l'armée nous a pas mal dégrossi aussi. Donc on voit qu'il y a quand même un laisser-aller à ce niveau-là, quoi. Pour ma part, on me tutoie pas. Ça c'est, je garde quand même cette, je dirais, je trouve que c'est important qu'il y ait quand même une hiérarchie. On est, comme on dit, il y a une brigade de cuisine, une brigade de salle. Il y a un côté militaire chez nous, hein. Il y a un peu ce côté hiérarchique, le chef, le second, enfin les chefs de parti, et qui doit rester. Philippe Chevrier, voilà le portrait d'un chef qui sait mener ses hommes sur le chemin du succès. Par contre, être un chef charismatique présente les avantages de ses inconvénients, si j'ose dire. En effet, un chef charismatique s'impose naturellement et emmène ses équipes avec lui. Mais d'un autre côté, tout repose sur ses épaules. Si un jour le chef tombe malade, c'est toute l'entreprise qui risque de tousser. Ces patrons-là sont difficilement remplaçables, tout le monde n'a pas leur carrure. Nous nous sommes amusés à observer ce qu'il se passerait si on obligeait un individu à devenir chef. Regardez, c'est à la fois drôle et instructif. Bonjour. Avec l'aide de notre expert en économie comportementale Samuel Bendao, nous avons testé le comportement de chefs désignés, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas forcément une autorité naturelle sur le groupe. Et nos chefs, les voici. Marvin, Pierre, Deyane, Daniel, Anna et Anthony. Bonjour. Chacun d'entre eux peut compter sur l'aide de 3 collaborateurs qui sont en réalité nos complices et à qui nous avons demandé de simplement obéir. Alors j'imagine qu'on vous a expliqué ce qu'on devait faire. Alors très bien. Donc Ensemble, ils doivent réaliser la tour la plus haute, avec uniquement des marshmallows, des spaghettis
et du scotch. Alors parmi ces personnes parachutées chefs, qui arrivera le mieux à s'imposer au sein de son équipe et à obtenir des résultats? C'est parti pour 10 minutes. Top chrono. Eh bien, écoutez, on peut peut-être réfléchir ensemble. Prends quelques secondes. Comment vous voyez ça là? On pourrait prendre les chamallows. Ouais. Et les spaghettis. Mettre les spaghettis dans les chamallows. Ouais. Donc, je suis le superviseur, donc je propose des choses. Je vous explique, vous le faites, j'imagine, oui. Parce que c'est une base carrée, triangulaire. Comme vous voulez. C'est vraiment difficile. Égal. Rapidement, 2 manières de diriger émergent. Bon, moi, j'ai pas trop l'habitude de diriger les gens, mais on va essayer. On a eu des chefs qui se sont dit d'abord, je vais plutôt utiliser les autres pour leur donner des instructions pour accomplir la vision que j'ai de la réponse, alors que dans d'autres cas, les chefs ont plutôt essayé de trouver la meilleure réponse chez les personnes avec qui ils travaillaient. Est-ce que tu peux m'aider? Il va falloir mettre les 4 les uns sur les autres comme ça. Je te laisse faire les 2 ici, d'accord? Et moi je fais les 2 autres. Donc tu plantes le spaghetti dans le marshmallow. Parmi ceux qui imposent leur vision, Marvin. Le problème avec le fait d'être chef, c'est que c'est une situation forte. Au fait, on vous met dans une position dans laquelle vous devez démontrer aux autres que vous méritez d'être chef. Et le problème de ça, c'est que vous n'avez pas envie de montrer des faiblesses. C'est une erreur de ne pas faire ça. Mais du coup, beaucoup de gens dans cette position de chef vont se dire « je ne peux pas montrer aux subordonnés que je ne connais pas. Donc je dois prendre des décisions, je dois avancer, je dois faire des choses. » Et au fait, ça fait que beaucoup de chefs autour de nous, et certainement autour des gens qu'on connaît, en fait, ne sont pas vraiment très compétents, mais essayent de le cacher en prenant des décisions, en imposant des choses et en n'écoutant pas. À l'autre extrême, Daniel assume sa fragilité et du coup, laisse beaucoup de place à l'équipe. À la limite, est-ce que quelqu'un aurait aussi une idée? Par exemple, on sert de base, donc on met un ici et un ici. Donc les autres, on les enlève? En fait, ils ne serviraient pas à grand-chose au milieu. D'accord, ok. Moi, ok, ça marche alors. J'étais pas très à l'aise. Et puis après, on a travaillé en collaboration parce que je leur ai dit, ok, je commence, mais il faut qu'on partage un petit peu le travail et puis que chacun donne des idées. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue d'avoir donné le fait de travailler ensemble qui est important pour moi. D'accord. Alors, donne-moi ça. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pu plus profiter de l'expertise de chacun qui était autour de la table. C'est vrai que j'ai demandé de l'aide tardivement. J'étais un peu pris au dépourvu et j'ai voulu faire par moi-même au début et attendre un peu. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu mieux exploiter les personnes qui collaboraient avec moi. Marvin n'est pas le seul à avoir oublié que son équipe avait certainement des compétences. Plusieurs chefs ne se sont d'ailleurs même pas présentés à leurs employés. Anna, par exemple, a attendu 6 minutes avant de s'intéresser à son équipe. Excusez-moi, je suis complètement bête, je vous ai même pas demandé votre prénom. Marius. Delphine. Grande. Anna, enchantée. Honnêtement, moi, je pensais que c'était une tâche, il fallait commencer tout de suite. J'avais que 10 minutes et j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que si je sais en avance qu'il y aura une équipe, la première réaction, ce serait de venir se présenter et expliquer qui doit faire quoi. Mais vu que je m'attendais pas, je pense que je me suis un peu perdue au début. Alors le stress a tendance à amplifier au fait les comportements plus néfastes des chefs. Parce que si vous devez agir vite, par exemple, avec une forte pression sur les résultats, en fait, vous avez encore moins le temps de réfléchir et de poser la situation. Et vous vous dites de plus en plus, j'ai pas le temps de faire de l'encadrement, j'ai pas le temps de m'occuper de l'humain dans la tâche. Et au fait, paradoxalement, c'est contre-productif. Même quand vous êtes sous stress, même quand vous avez peu de temps, vous devez, comme chef, prendre le temps de gérer l'humain. N'oubliez pas que de travailler ensemble, c'est d'abord une tâche qui est difficile du point de vue humain, avant d'être difficile du point de vue technique. Être un bon chef, ça s'apprend. Comme par exemple, ne pas être simplement un inspecteur des travaux finis. Super, merci. Alors vous allez me donner vos marshmallows. Quand je dis à quelqu'un de faire quelque chose, je regarde toujours la façon dont il le fait.
s'il le fait bien, pas bien, ou même des fois, c'est juste pour, par exemple, donner des conseils à la personne sur la façon de le faire. Ou... J'aime bien tout contrôler, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Le chef qui contrôle juste, qui n'est vu comme la personne qui vérifie et puis qui dit quand il y a des erreurs, en fait, est très démotivant. Et on en a beaucoup, des chefs qui finalement disent rien quand ça va bien, et puis dès que ça va mal, ils nous tombent dessus. C'est hyper démotivant, c'est extrêmement stressant, c'est très difficile pour un employé de travailler dans ces conditions-là. Donc en fait, un chef, avant de corriger les erreurs, doit être quelqu'un qui inspire, qui motive, et lorsqu'on fait des erreurs, qui nous apprend à devenir meilleur. C'est que comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir des gens qui sont vraiment motivés, et du coup, qui sont les plus performants, mais aussi qui sont les mieux au travail, qui se sentent le mieux au travail. Alors voilà, le temps imparti, c'est terminé. Et sans surprise, la tour la plus haute preuve de la collaboration qui a le mieux fonctionné, ça n'est pas celle-ci. Ah, ni celle-là. Ça va tenir, hop. Mais celle de Daniel et de son équipe, qui culmine à 71 cm. C'était cool. Elle est belle votre tour, dis donc. C'est l'antenne de la télé. Ah, c'est ça. Il est donc essentiel pour un chef de faire confiance à son équipe, de la responsabiliser et de la motiver. Mais une dimension essentielle, déterminante même dans la relation entre employé et patron, c'est donner du sens au projet mené ensemble. Il faut expliquer à son équipe la logique de ce que l'on fait, c'est-à-dire pourquoi il est important de réaliser cette tâche. Trouver du sens dans son travail, c'est vraiment le défi de notre époque, pour les employés comme pour les chefs. Et parmi les chefs, il y a une catégorie qui souffre cruellement du manque de sens, c'est celle des chefs intermédiaires. Les petits chefs, comme on les appelle parfois, coincés entre la direction et les équipes qu'ils dirigent. On doit gérer les choses dans différentes directions, que ce soit vers le haut pour faire valoir certaines idées ou certaines pratiques, ou vers le bas, pour le dire comme ça, pour expliquer certaines décisions, expliquer certaines manières de faire voulues par l'entreprise. Isabelle Grunder a travaillé dans plusieurs multinationales, jusqu'à devenir responsable des ressources humaines d'une de ces méga-entreprises de l'arc lémanique. Durant des années, elle a dû faire le grand écart entre les volontés de la direction et la réalité du terrain, concilier les intérêts de l'entreprise avec ses valeurs propres. De quoi perdre le sens de ce qu'elle faisait. Il y a eu une décision à un moment donné de fermer un des sites. J'étais responsable en fait pour la région Europe, Asie-Pacifique. Et puis il a été décidé de fermer un site, en l'occurrence en Allemagne. Et puis là, finalement, c'était à moi. Donc c'est une décision qui a été prise aux États-Unis. Et puis c'était à moi, comme responsable RH de la région, d'aller la communiquer. L'expliquer et puis faire en sorte que les choses se passent bien. C'est pas facile, d'autant plus comme cadre intermédiaire, comme je l'étais à ce moment-là, de partir, prendre le train et aller annoncer ça à ses collègues, parce que c'est des collègues à la fin, et d'aller les informer de cette décision. C'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout que la décision ne vous appartient pas. Un dilemme, c'est une situation dans laquelle on a des bons arguments des deux côtés. On a deux options peut-être, ou trois, mais dans chaque option, il y a des valeurs. Dans chaque option, il y a des avantages et des désavantages. Donc c'est une situation que Jean-Paul Sartre a appelée la situation des mains sales. Donc on va salir ses mains. Donc vivre éthiquement, on ne veut pas dire qu'on reste pur. Ça veut dire qu'on essaie de contrôler le niveau de saleté sur ses mains. C'est tout. Et souvent, ce sont ces dilemmes qui provoquent la perte de sens et qui empêchent ces cadres intermédiaires de se réaliser au travail. Certains serrent le poing au fond de la poche, d'autres dépérissent, et d'autres, enfin, comme Isabelle, changent d'univers professionnel. Ce que j'ai trouvé dans cette nouvelle entreprise, c'est réellement de nouveau m'identifier pleinement à ce que je fais et surtout à ce que mes collègues
font, à ce que l'ensemble des collaborateurs font. Il se trouve que c'est une fondation à but non lucratif, active dans la réinsertion de personnes. Et on a une richesse au niveau des collaborateurs, de leur motivation et de la mission et du sens du travail qui est fait, qui est juste fantastique. Et où finalement, je me suis surprise moi-même à découvrir à quel point le fait qu'il y ait cette mission et ce sens influence aussi mon identification et mon plaisir au travail. Parce que je suis fière tous les jours de ce qu'on fait tous ensemble, de ce que font mes collègues, et puis des échanges qu'on peut avoir. C'est extrêmement riche. Olivier Torres, on vient d'entendre le témoignage d'un cadre, ou en l'occurrence d'une ancienne cadre, malheureuse au travail, qui ne se reconnaissait plus dans les valeurs de son entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Oui. On se rend compte que dans les entreprises qui ont une certaine taille, les cadres sont à la fois, si vous voulez, des chefs, mais ils n'ont pas tous les attributs du chef. Ce que j'entends par là, c'est que, vous savez, le patron, il est patrimonial. C'est-à-dire qu'il est propriétaire de son entreprise. Alors qu'un cadre, il a des responsabilités, il a des subordonnés, mais il a aussi une hiérarchie. Il est donc dans un entre-deux. Et d'ailleurs, il y a une fable de La Fontaine qui permet de comprendre ça. C'est la fable entre le chien et le loup. Le chien est soyeux, il a un beau pelage, il est bien portant. Le loup est plus famélique, mais il est libre. Et à un moment donné, vous savez, dans cette fable, que je vous invite tous à regarder et à lire, le loup voit quelque chose briller autour du cou du chien, et il dit au chien, mais qu'est-ce que c'est ? Et le chien lui répond, c'est un collier. Et le loup lui dit, mais à quoi ça sert ? Il dit, c'est pour que mon maître me tienne en laisse. Eh bien, voyez-vous, je dirais que les patrons de PME sont parfois un peu comme des loups. Ils ont des conditions beaucoup plus difficiles, ils ont des salaires peut-être moins élevés, mais par contre, ils ont une liberté. Et cette liberté, je dirais qu'elle n'a pas de prix. Que le cadre moyen n'a pas, en fait. Que le cadre moyen, il peut avoir une certaine autonomie, mais il ne sera jamais totalement indépendant. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous la carrure pour être chef, et pourtant j'ai le sentiment que toujours plus de chefs, de cadres intermédiaires, de cadres moyens sont dans les entreprises. Je me trompe ? Alors ça, c'est la grande tendance du XXe siècle. C'est-à-dire que les grands groupes, les grandes entreprises ont eu besoin de tout un management, donc de cadres divers et variés, pour justement gérer ces entreprises qui sont devenues des formes de bureaucratie, même s'il y a une certaine flexibilité, mais la grande taille crée de la bureaucratie. Et donc on a besoin de cadres intermédiaires en permanence, et donc de plus en plus. Et vous avez le sentiment qu'ils sont tous à leur place, qu'ils font bien leur job ? Alors je dirais que globalement, beaucoup de cadres sont très très bien. Ils ont parfois des salaires confortables, ils ont des responsabilités. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup. Mais effectivement, on se rend compte que les évolutions des systèmes d'information, ce qu'on appelle, vous savez, les systèmes de reporting, du contrôle de gestion, où on demande sans arrêt aux gens, non plus de faire, mais de rapporter ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire. Et ça pervertit un peu le travail qui devient de plus en plus immatériel. Et les gens ont le sentiment que leur travail devient quasiment invisible. Et ça peut entraîner effectivement une perte de sens. On parle beaucoup de la santé au travail des ouvriers ou des employés. Il y a même des syndicats qui veillent au grain. Qu'en est-il de la santé au travail des chefs, des dirigeants ? Est-ce que c'est un sujet de discussion, de débat ? Alors, tout d'abord, heureusement, il fallait commencer par la santé des ouvriers. C'était nécessaire au moment de la révolution industrielle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, et c'est heureux, en faveur de la santé au travail des salariés, des cadres supérieurs. Mais alors, ceux qui sont à leur compte, il n'y a rien. Et effectivement, moi, j'ai constaté qu'il y avait même un déni. Vous savez, la phrase que j'ai le plus souvent entendue chez les chefs d'entreprise, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Le burn-out est la maladie des employés, mais c'est aussi celle des chefs. Le bateau de croisière qui fait un exercice de survie. Il y a 20 ans, Régis Gob s'embarque sur l'océan de la formation professionnelle à Genève, à la proue de sa propre société. Il donne des cours de management en entreprise. À l'époque, de pareilles structures sont encore rares et en quelques années, la sienne se développe jusqu'à compter près de 80 employés. Une success story qui l'épuise, mais Régis s'accroche tant qu'il peut. La première pression, je pense, c'est celle, peut-être que je me mettais moi-même finalement, parce que j'avais envie que ça fonctionne. Donc pression de décrocher des nouveaux clients, des nouveaux mandats, ça je trouve intéressant. Malgré tout, il y a aussi la pression du personnel en face.
il faut payer. Vous savez, à la fin, on aligne les chiffres quand même en fin de mois. Et puis, il faut quand même payer le personnel. Ça, c'est quand même une grosse pression. Puis après, indirectement, pression des clients sur la qualité des produits que vous délivrez, pression sur les prix aussi. Donc vous êtes pris un petit peu non pas en étau, mais là, il y a plusieurs feux comme ça autour. Je me souviens d'un matin où j'ai eu l'impossibilité de descendre à Genève. Je suis resté à la maison et j'ai pas pu descendre. Mais vraiment, l'énergie c'était impossible. Et là, vous vous dites, faut faire quelque chose. Est-ce qu'on ose parler dans votre cas d'un burn-out? Oui, moi je pense que c'est ça, bien sûr. On n'ose pas en parler parce que je pense que le burn-out, en tout cas, j'allais dire en Suisse, dans l'ensemble des pays industrialisés, c'est vécu comme un échec. C'est vécu comme une régression sociale aussi. Beaucoup de cadres, après un burn-out, ne retrouvent pas forcément le statut qu'ils avaient avant. Et puis, je pense que c'est ça, bien sûr. Le choix de moins travailler, lui, s'est imposé comme une évidence. C'est-à-dire, en tout cas, réduire, reprendre du temps. En fait, j'avais fait un petit schéma à l'époque. Sur ce schéma, j'avais marqué loisirs, amis, famille et travail. Et puis sur ce schéma, j'ai mesuré sur une échelle de 0 à 100 ce que chacun de ces items représentait. Famille représentait assez peu. La partie amis était assez faible et ça me pesait un peu. Puis la partie loisirs, j'aime pas beaucoup le mot loisir, j'irais plutôt passion, ce qui nous fait vibrer, c'était assez faible. Puis la partie travail était proche de 100%. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, si vous voulez rééquilibrer les autres parties, il faut en réduire une. Et puis là, celle qui sautait aux yeux, alors comme la grande évidence, c'était réduire la partie travail pour faire remonter les autres. Après, est-ce que c'était cohérent de rester patron d'une belle société finalement, en se disant je vais travailler à temps partiel? Moi, ça me semblait pas très cohérent. Au moment où vous avez annoncé aux gens que vous en allez, est-ce que vous vous êtes senti physiologiquement mieux ou Non, au contraire. Ça a même été l'inverse. J'ai une anecdote là-dessus. En fait, donc j'annonce au personnel le départ, qui va prendre la suite, comment la boîte va être organisée, etc. Et donc je fais cette annonce, je descends, on était parking souterrain, je monte dans la voiture et au moment où j'ouvre la porte de la voiture, une énorme douleur dans le dos. J'arrive pas à monter dans la voiture, donc je prends du temps. J'appelle un ami à moi qui est médecin, il me reçoit, puis il me dit je pense que c'est une hernie discale qui vient de sortir. Et j'ai cumulé dans les mois qui ont suivi, même les années qui ont suivi, alors rien de grave en soi, mais beaucoup de petits soucis de santé. Bon, les uns derrière les autres, mis bout à bout, c'est un petit peu ennuyeux, mais ça, c'était une réalité aussi. Ouais. Une fois remis sur pied, Régis s'achète un voilier, apprend à l'utiliser et s'installe en Corse. Il garde néanmoins quelques anciens clients en Suisse, à qui il délivre encore des formations en entreprise à petite dose. Son rapport au travail reste compliqué. Quand j'ai réduit ma charge au travail, aujourd'hui je travaille pratiquement à 40-45%, j'imagine à peu près. Au début, quand j'ai commencé à avoir du temps libre, c'était troublant. Et il y avait quelque chose de presque moralement inacceptable. Et les débuts, c'était très difficile en fait. Je cherchais presque du travail et des choses à faire. Ça reste malgré tout difficile. Je pense qu'il y a une question d'ego dans cette histoire-là malgré tout quand même. C'est-à-dire on perd un peu de sa superbe, il y a quelque chose comme ça, bien évidemment. Olivier Torres, vous comprenez ces chefs d'entreprise qui tout d'un coup changent de vie et qui vont vers des structures plus petites ou carrément deviennent indépendants? Vous savez, ce reportage me fait penser à cette boutade qu'on dit souvent, cet homme qui a créé une entreprise et qui l'a revendue. Et quand on interroge pourquoi les deux, il vous dit j'ai créé une entreprise parce que je ne voulais pas avoir de patron. J'ai revendu ma boîte parce que je ne voulais plus avoir de salariés. Et on voit bien dans ce cas-là qu'à un moment donné, cet homme passe d'une structure avec des salariés qui crée une pression managériale. Et puis une structure où on est indépendant, où on n'a plus que soi-même à gérer. Et ça se retrouve très souvent.
Et je dirais que c'est même salutaire. En fait, c'est un exemple de souffrance au travail d'un chef d'entreprise qui est supposé gérer les autres personnes et donc ne pas se plaindre. Ah ben le chef d'entreprise d'une PME gère toutes les parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, les banquiers, les relations publiques, je dirais sa famille aussi, qui crée aussi parfois des pressions, parce qu'il faut concilier la vie pro et la vie perso. Et donc on voit bien que tout ça, aujourd'hui, crée des éléments de pression qui peuvent parfois amener les gens à craquer. Et oui, je dis, il y a un burn-out chez les chefs d'entreprise. Et en France, avec mes services, on l'a estimé très précisément, 15% des dirigeants de PME en France sont en risque d'épuisement professionnel. J'ai dit en risque, je n'ai pas dit en burn-out. Mais ce sont les signes avant-coureurs. Quand vous commencez à dire 10 fois par jour, j'en ai marre, que vous êtes un petit peu déçu par vos parties prenantes, que vous dormez mal, que vous vous sentez fatigué, tout ça, ce sont des signes avant-coureurs qui doivent vous alerter sur le fait que vous êtes peut-être sur la mauvaise pente. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le rôle du chef a beaucoup évolué. D'après vous, quel est le juste chef aujourd'hui ? Quelle est la personnalité ou les caractéristiques qu'il faut avoir pour être un bon chef en 2018 ? Je dirais pour être... La question du chef a toujours existé, c'est biblique cette affaire-là, ça remonte à la nuit des temps, il y a toujours eu des chefs de tribu, même à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Ce qui évolue aujourd'hui, c'est peut-être l'exercice de l'autorité, l'exercice des responsabilités. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des jeunes chefs qui sont plus soucieux qu'avant, c'est des effets de génération, de concilier leur vie pro, leur vie perso. Il y a aussi l'usage des technologies d'information et de communication, qui peut peut-être, à l'inverse, créer un nouveau type de stress qu'on appelle le technostress. Mais on voit bien, en tout cas, qu'aujourd'hui, être chef, ce n'est pas différent que d'être chef il y a 2 millénaires en arrière. C'est-à-dire d'assumer les responsabilités, d'incarner celui qui est, je dirais, le responsable en dernier recours. Olivier Torres, merci. C'est moi qui vous remercie. Selon la dernière étude sur la santé en Suisse, près de 20% des personnes actives, employées ou patrons confondus, se sentent souvent ou tout le temps stressées au travail. Un stress notamment dû aux cadences élevées, au manque d'autonomie et à la perte de sens. Une situation qui pourrait changer. C'est du moins l'avis des défenseurs des entreprises dites libérées. Des structures moins hiérarchiques qui donnent plus de responsabilités et plus d'indépendance aux collaborateurs, notamment grâce au télétravail. Un changement qui a vite fait de convaincre notre chef aujourd'hui libéré, Alexandre Gérard. Après ces licenciements, il y a une grande période de vide. Je suis avec mes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais avoir à revivre la même chose et avoir à virer des gens que j'ai pas envie de virer ? Et ça va durer des mois. C'est une quête sans objectif. Je sais pas ce que je cherche en fait. Je sais que je veux plus ça, mais je sais pas ce que je veux parce que je ne connais aucune des manières alternatives d'animer une entreprise. C'est durant cette période d'errance qu'Alexandre Gérard entend parler pour la première fois des entreprises libérées, ces structures basées sur la confiance mutuelle entre chefs et employés. J'ai toujours un petit peu de temps où je viens vous voir pour apprendre mieux à vous connaître. Et c'est là en fait que je comprends très rapidement que j'ai fait 2 erreurs fondamentales. La première, j'ai géré mon entreprise pour les 3% pendant 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand quelqu'un faisait une bêtise dans la boîte, je lui tirais les oreilles, parfois je le sortais, mais surtout, à partir de ce moment-là, pour éviter que ça recommence, je faisais une note de service. Une note de service en disant, les gars, le gasoil, c'est pas fait pour vos bagnoles perso, ou ça, la carte bleue, c'est pas fait pour aller acheter les courses de la famille. Et je comprends pas à ce moment-là qu'à chaque fois que je rajoute une note de service, c'est comme si je rajoutais un barreau aux fenêtres de l'entreprise ou aux portes de l'entreprise. Et petit à petit, l'amoncellement de règles, finalement, brisait complètement la capacité d'innovation, la capacité d'agilité de cette entreprise, parce que les 97% de gens qui faisaient juste bien leur boulot subissaient ces nouvelles règles. L'entreprise libérée, pour moi, c'est très simple. C'est un environnement naturel de travail pour l'être humain, à la différence de l'entreprise traditionnelle qui n'est pas naturelle, qui justement ignore les besoins universels des êtres humains qui sont, première chose, c'est d'être traité avec la confiance, la considération de son intelligence. 2,
c'est de pouvoir se réaliser son talent, son potentiel. Et le troisième, c'est de pouvoir décider par lui-même, de s'autodiriger. L'entreprise libérée, lui, il donne un environnement qui permet de combler, satisfaire ses besoins. Convaincu d'avoir trouvé là ce qu'il cherchait, Alexandre Gérard lance son entreprise dans cette aventure. Et à force d'explications, il convainc ses employés. Et ce qui va être important demain matin, c'est que finalement, vous disiez devant les gens, ça va se faire au café, je crois, mais vous puissiez dire, mais voilà, je suis OK, ça me va, les valeurs, la vision de la boîte, c'est OK, et j'accepte que ça soit la règle du jeu pour moi. On va jamais aller regarder le règlement intérieur, les machins comme ça, on s'en fout. Il n'y a que ça qui compte, en fait. La préparation va durer 18 mois. On va engager tout d'abord 3 grands chantiers. Un chantier sur la vision et les valeurs. On est complètement tétanisé à l'idée du fait d'enlever les mains des rênes et se dire ça va partir dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arme de post-it, on va faire le tour de France, on pose des questions très simples aux équipiers, où est-ce qu'on a envie d'aller, de quoi on est fier. Et finalement, de toute cette manière colossale des milliers de post-it, nous allons tirer une vision et des valeurs pour le groupe. À partir du moment où on a co-construit ces règles du jeu, il n'y a plus jamais eu besoin de notes de service. Il identifie aussi toutes les petites contrariétés du quotidien des employés. Par exemple, un ordinateur qui ne marche pas ou une procédure inutile. Et résout un par un tous ces problèmes. Enfin, arrive le plus grand chantier pour Alexandre Gérard, le travail sur les signes du pouvoir. Il sait en être le plus grand symbole. Il entreprend alors une thérapie avec un coach. Le premier jour, ils sont engagés, ils sont désengagés ou ils sont activement désengagés quand ils arrivent. Ce travail d'introspection va me permettre d'apprendre à lâcher prise. D'apprendre à lâcher prise en me connaissant mieux, avec mes croyances et dont est limitantes. D'apprendre que je suis un homme qui peut être vulnérable, même si je suis un patron. D'apprendre aussi que j'ai une part d'ombre, et que cette part d'ombre, si j'arrive à l'accepter, eh bien, elle me rend beaucoup plus fort. D'apprendre, bien sûr, en conséquence, à me taire, à écouter les équipiers. Et on va aller manger les crêpes. Allez, venez, on va manger. Enfin, il réalise de grands sauts et transmet le pouvoir à ses employés. Preuve de la confiance qu'il leur accorde désormais, Alexandre Gérard part une année faire le tour du monde avec sa famille. Rapidement, ses ouvriers réorganisent leur manière d'opérer. Ils élisent eux-mêmes leur chef d'équipe et vont jusqu'à s'attaquer au système salarial. Ils mettent fin aux primes individuelles et aux bonus. Tous ces changements auront une conséquence profonde sur la santé de l'entreprise. Et là, le jour où on met ça en place, ça s'est passé comme dans les livres. Sans rien faire de plus. Le chiffre d'affaires prend 15%. Le résultat, lui, est multiplié par 4, faisant de 2013 la plus belle année depuis la création de l'entreprise. Alors évidemment, quand on revient après un an de voyage, et quand on voit que l'entreprise, elle marche mieux que quand on est là, c'est assez désagréable. Ça pique beaucoup. Mais quel plaisir, petit à petit, de voir l'entreprise et les équipiers se transformer. Voilà. En France, le mouvement des entreprises libérées est une lame de fond. Airbus, Michelin ou Decathlon l'ont par exemple adopté. En Suisse, Christian Brunier, directeur des services industriels de Genève, a déjà libéré un tiers de ses 1600 employés. Et il a bien compris que la libération commençait par soi-même. Je n'ai plus de chauffeur. Ça n'a aucun sens d'avoir un chauffeur. Vous êtes dans les bouchons. Je n'ai plus de place attribuée dans le parking parce que quand on est directeur général, on est continuellement à l'extérieur. Donc en matière de bonne gestion, on ne va pas occuper de l'espace pour rien. L'espace, ça coûte cher. Je vais abandonner mon bureau. Ce bureau sert à rien, j'y suis jamais. Il est chauffé l'hiver alors que je suis pas là. J'occupe des mètres carrés alors que, à vrai dire, je suis jamais dedans. Donc en fait, maintenant, nous avons 650 personnes qui n'ont plus de place de travail attribuée, mais qui ont un espace esthétisé, parce que quand on est dans un espace beau, on travaille mieux. On a des gens qui n'ont plus d'horaire, ils ont un horaire à la confiance. Donc le but, c'est plus de faire absolument ces 8 heures par jour, mais c'est de faire un travail de qualité, et bien sûr dans quantité acceptable. Et comme dans l'entreprise d'Alexandre Gérard, la productivité de chaque employé a augmenté.
Mais ça n'est pas le seul argument que fait valoir Christian Brunier. Pour lui, la libération de son entreprise est tout simplement inéluctable s'il veut attirer et conserver les jeunes talents. Petite séance sur financement participatif. Gilles, tu veux dire 2 mots? Non, simplement 2 mots. Et quand on voit, par exemple, aujourd'hui à l'EPFL, les jeunes qui sont couchés sur des poufs, qui discutent de leur soirée d'avant, mais en même temps qui sont en train de faire une thèse d'une grande importance, on se dit que le mode de travail change complètement. Donc ces personnes-là, on ne peut plus leur dire les materner ou les paterner en leur donnant une sorte de mode d'emploi, en disant à 8h tu dois faire ça, à 9h tu dois faire ça, à 10h tu dois faire ça. Non, il faut leur donner de l'autonomie, de la liberté d'action. Plus les gens ils ont une vie équilibrée, mieux ils vont être dans leur basket et ils vont plus produire pour l'entreprise. C'est gagnant pour tout le monde. Productivité accrue, bonheur au travail, écologie, l'entreprise libérée semble être la panacée. Avec des employés qui prennent davantage de responsabilités, les patrons portent moins sur leurs épaules. Logique. Et à terme alors, est-ce qu'on aura encore besoin de patrons ? L'orchestre Dissonance pose la question. Cet ensemble de virtuoses se produit aux 4 coins du globe et joue sans chef d'orchestre. David Grimal, son créateur, se contente d'animer les répétitions. Ce sont 2 symphonies très lumineuses, très légères, donc il faut jouer beaucoup plus classique, beaucoup plus léger. Je pense que les basses, pour l'instant, c'est beaucoup trop lourd. C'est vraiment... on y va ? 5, 6... C'est pas parce que j'aime pas les chefs d'orchestre que j'ai créé ça, c'est parce que je trouve que quand toutes les lumières sont braquées sur un individu qui dispense son génie, il y a quelque chose d'illégitime, quelque chose de dévalorisé, en fait, et qui empêche souvent le miracle de se produire. C'est-à-dire le miracle de la simultanéité des gens qui se retrouvent et qui tout d'un coup s'oublient pour un projet qui les rassemble. Jouer sans chef, ça développe une certaine écoute qui est vraiment particulière et moi qui fais beaucoup de musique de chambre, c'est ça que j'adore, c'est que ça ouvre les oreilles sur une échelle très grande, mais on s'aperçoit qu'on peut créer des contacts sur quelqu'un qui a à 10 mètres de soi et rallier à 10 mètres derrière soi aussi. Et c'est des sensations fantastiques. C'est une expérience unique parce que le fait justement d'être sans chef nous oblige à être, comme on dit, sur le bord de la chaise, c'est-à-dire extrêmement concentré, extrêmement impliqué. Comme dans une entreprise libérée, l'ensemble repose sur les épaules de chacun. Là, ça manque. Okay. Il y a des sforzando, mais ça manque énormément de phrasés. Ça peut pas envoyer. Pour s'y retrouver, les 42 musiciens disposent du conducteur. Cette partition qui contient tout l'orchestre et qui est réservée habituellement au chef. Quant aux indications des départs, elles sont données par les responsables de chaque instrument. Ça ne remet pas en cause l'institution telle qu'elle fonctionne. C'est juste peut-être une petite bouffée d'oxygène. Tout d'un coup, les musiciens peuvent aussi interagir les uns avec les autres différemment et se connaître finalement se parler et interroger la partition et pas seulement l'autorité. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi pas.
Cela fait maintenant 7 ans qu'Alexandre Gérard et ses employés tentent de façonner une structure où chacun peut s'épanouir et où le patron n'a plus à licencier pour des raisons économiques. Car tout est parti de là. Il ne veut plus jamais revivre le traumatisme de mars 2009. Souvenez-vous. Ça n'a rien à voir de licencier une personne parce qu'elle a fait une faute ou de licencier une personne parce qu'il n'y a plus de boulot. Ça n'a rien à voir. Et là, les 1000 questions naissent et m'obsèdent en fait à ce moment-là. Il y en a une qui est beaucoup plus puissante que les autres qui est de dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire pour ne jamais revivre ça ? Je ne veux plus jamais être obligé de virer des gens que j'ai pas envie de virer. Ça va devenir une obsession pour moi. Licenciement, c'est un moment compliqué. Les licenciements de 2009 où on est contraint de licencier des gens qu'on n'a pas envie de licencier. Et ça va créer un traumatisme terrible dans cette entreprise. Et en même temps, licenciement, ça a été la prise de conscience que ce système que j'avais monté ne pouvait plus fonctionner et qu'il fallait changer les choses. Aujourd'hui, j'essaye, tant bien que mal, bien plutôt d'être un patron jardinier qui va tenter de son mieux de créer l'environnement qui va permettre aux équipes de grandir, de se réaliser, de s'épanouir, sachant que la performance de l'organisation dépendra de ma capacité à créer cet environnement. Et si c'était à refaire ? Eh bien, avant ce chemin, j'étais un patron classique, assez autocentré, assez centralisateur, décideur. Le chemin, c'est le mot qui résume tout. Entreprise libérée, c'est pas un état, c'est un chemin. Ça veut dire que rien n'est jamais acquis, rien n'est parfait, c'est simplement un état d'esprit. Le fait d'essayer de faire mieux chaque jour un peu plus en ayant conscience qu'on n'est pas parfait. Notre chemin a été jonché de maladresse, mais en même temps, j'ai conscience qu'on a fait partie, quelque part, des pionniers. Et l'ego d'Alexandre Gérard, il a suivi quel chemin ? Alors l'ego, c'est un des grands sujets de cette transformation. C'est notre capacité à remettre en cause, à adopter, à adoucir cet ego que notre culture occidentale nourrit fortement dans cette logique de performance individuelle. C'est vraiment le sujet, l'ego. C'est comment le dirigeant, comment l'équipe dirigeante, comment les managers vont être capables de se rendre compte que finalement, on peut animer, guider, inspirer une entreprise d'une autre manière que celle de diriger et d'afficher ses signes de réussite, ses signes de pouvoir. Voilà, Dans la tête d'eux, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez manqué le début de l'émission ou si vous voulez la revoir, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.